Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, notre analyse s'attaque à un sujet assez fascinant en fait. Oui, tout à fait. On va parler de la transformation du jeu. Comment on passe d'un simple jeu à un outil d'apprentissage vraiment structuré et redoutablement efficace. C'est ce qu'on appelle la ludopédagogie, exactement. Voilà. Et pour les esprits curieux qui nous écoutent, qui connaissent déjà probablement un peu les bases de la gamification, l'idée ici n'est plus... Enfin, ce n'est plus simplement d'ajouter des badges ou des points à une formation ennuyeuse. Ah non, on est bien au-delà de ça. C'est clair. Il s'agit vraiment de comprendre la mécanique, l'horlogerie derrière une session de jeu éducatif. Et pour cette plongée au cœur des sources, notre guide est un extrait du guide de conception d'un Serious Play Design Document. Un document rédigé par le chercheur Julien Alvarez, oui. Absolument. Le document parle bien de serious play, c'est-à-dire l'activité de jouer sérieusement, et non pas de serious game, qui lui désigne l'objet jeu en lui-même. C'est une nuance cruciale, ouais. Complètement. Le Serious Play Design Document, ou SPDD pour faire court, n'explique pas comment coder un jeu vidéo ou comment imprimer un jeu de société. Il explique comment concevoir et orchestrer l'expérience humaine autour du jeu. C'est vraiment la mise en scène, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, un point super intéressant, c'est un travail issu de la recherche ouverte. C'est vraiment accessible à quiconque s'intéresse à l'ingénierie pédagogique. Bon, décortiquons un peu tout ça. La mission de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre les mécaniques de ce fameux SPDD et du modèle d'évaluation qui l'accompagne, le modèle CEPAGE. Tout un programme. L'objectif est de découvrir comment on crée une expérience où le divertissement sert un objectif d'apprentissage réel. La structure du SPDD repose sur 3 piliers temporels. On pourrait presque comparer ça à une pièce de théâtre classique, mais appliquée à la transmission du savoir. Les fameux 3 actes. C'est ça. Le premier acte, c'est introduire l'actualité. Et là, l'erreur classique qu'on voit tellement souvent sur le terrain, c'est de distribuer un gros manuel de règles et de dire « lisez ça ». Le fameux pavé indigeste. Exactement. La source insiste lourdement. Il faut présenter le jeu de manière engageante. Il ne s'agit pas juste d'expliquer les règles, il faut donner du sens en exposant les objectifs pédagogiques. C'est comparable au début d'un numéro d'illusionniste en fait. C'est une belle analogie, oui. Le magicien, il ne se contente pas de sortir ses cartes en silence. Il plante le décor, il crée une attente, il explique ce que le public va vivre. Et c'est cette introduction qui capte l'attention. Tout à fait. Ensuite, le deuxième acte, c'est l'animation de l'activité, le tour de magie en lui-même, le jeu se déploie. Et puis vient le troisième acte que le document sacralise vraiment. Le débriefing de l'activité. Voilà. Et c'est fondamental. En ludopédagogie, le vrai apprentissage ne se produit pas pendant qu'on joue. Il se cristallise pendant qu'on réfléchit sur le fait d'avoir joué. Le débriefing, c'est le cœur de l'apprentissage. Le moment où on révèle le truc, pour reprendre mon analogie. C'est exactement ça. On clôture formellement le jeu, on met fin à l'illusion et on ouvre un espace de discussion. On invite les participants à analyser leurs ressentis, les stratégies qui ont fonctionné ou pas, et on fait le lien avec la vraie vie. C'est vital. On décortique pourquoi l'équipe a échoué à collaborer, par exemple, mais l'auteur met le doigt sur un problème majeur. Ce troisième acte est souvent sacrifié. C'est un syndrome très courant, oui. Le jeu déborde sur le temps prévu, l'ambiance est excellente, donc l'animateur n'ose pas couper la dynamique. Et le débriefing passe à la trappe. Ou il est expédié en 5 minutes sur le pas de la porte. Mais la source est catégorique. Si le débriefing est tronqué, l'activité n'est plus sérieuse. Ça redevient un simple divertissement. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, pour s'assurer que ce débriefing soit riche, le guide donne une consigne assez, contre-intuitive, pendant la phase d'animation, pendant le jeu. Le retrait de l'organisateur. Oui, le retrait de l'organisateur. Pourquoi est-ce que celui qui organise doit s'effacer? Parce que je me fais l'avocat du diable. Si le formateur disparaît, ça ne risque pas de virer au chaos total dans la salle. Si l'on relie cela à une perspective plus large, ce retrait n'est pas du tout un abandon. C'est une technique de facilitation très experte. Le système ludique doit fonctionner naturellement. Un bac à sable cognitif, en quelque sorte. Absolument. Si l'animateur intervient au moindre faux pas, il brise l'immersion. Il détruit le processus d'essai-erreur qui fait la force du jeu. L'animateur doit faciliter et observer, sans interférer. Mais il ne va pas juste boire un café dans le couloir pour autant. Non, bien sûr que non. Le document détaille des rôles stricts, des missions de l'ombre pendant ce retrait. Il y a 5 missions très précises mentionnées, c'est ça? Oui,
La première, c'est arbitrer, mais uniquement si c'est absolument nécessaire, s'il y a un vrai blocage. Ensuite, il y a la gestion d'ambiance. C'est la deuxième mission. S'assurer que le jeu reste un espace de sécurité et de plaisir, que la compétition ne devienne pas nocive pour le groupe. La troisième, très en lien avec notre point précédent, c'est de faire respecter le temps. Le maître des horloges, c'est crucial pour garantir qu'il restera du temps pour le fameux débriefing. Et la quatrième mission, c'est l'observation. Et je trouve que c'est une preuve magnifique que le vrai travail de l'enseignant se fait en silence pendant le jeu. L'enseignant prend des notes, observe les dynamiques de groupe. Ces observations vont littéralement nourrir le débriefing. Mais alors la cinquième mission, c'est sans doute la plus surprenante. Le document dit qu'il faut offrir de l'adversité si c'est réclamé par le jeu. Oui, c'est un point fascinant sur lequel nous reviendrons d'ailleurs à la fin de notre analyse. Le point crucial qui résume cette posture, c'est cette phrase de l'auteur « faciliter sans solutionner ». Et quand on y réfléchit, pour un enseignant ou un formateur traditionnel, c'est une torture. C'est un bouleversement complet de leur posture habituelle, oui. C'est un peu comme regarder quelqu'un faire un puzzle galère. On voit la pièce, on sait exactement où elle va. C'est tellement tentant de la placer pour lui. Mais si on le fait, on lui vole son apprentissage, son moment eureka. C'est une excellente métaphore. Le silence et la frustration temporaire des apprenants font partie du processus de création de compétences. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la conception globale de l'expérience learning? Car là, on a vu le déroulé en direct, les 3 actes du SPDD. Mais le document introduit un outil beaucoup plus large à la fin. Oui, le modèle CEPAGE. C'est la pyramide de la conception, en quelque sorte. Cela soulève une question importante sur la cohérence globale. Le CEPAGE croise les 3 temps pédagogiques qu'on vient de voir avec 5 dimensions fondamentales. Le C, c'est pour contexte. Il s'agit d'évaluer l'adéquation du lieu, le climat institutionnel, les aspects techniques. C'est très pragmatique. Un jeu parfait va lamentablement échouer si le Wi-Fi de la salle ne marche pas ou si on essaye de faire un jeu de rôle dynamique dans une salle de conférence avec des chaises vissées au sol. Exactement. Le contexte physique et culturel dicte ce qui est possible. Ensuite, on a le E pour enseignant. Donc l'animateur. Oui, c'est une réflexion sur sa posture, sa façon d'introduire, d'animer et de débriefer. Est-il capable de se mettre en retrait? Ensuite le P, la pédagogie. La cohérence vitale. Quels sont les objectifs utilitaires visés par la session? Le jeu n'est qu'un moyen d'atteindre ces objectifs. Et le A de c'est pas jeu, c'est pour apprenant. C'est l'analyse des profils et des prérequis. Et là, il y a un enjeu majeur d'adaptation. On ne fait pas jouer des cadres supérieurs, membres d'un comité de direction, de la même manière qu'on fait jouer des étudiants de première année. C'est une évidence absolue, mais souvent oubliée. Les cadres supérieurs peuvent avoir des barrières psychologiques liées à la peur de perdre la face en public, par exemple. La dynamique de pouvoir n'est pas du tout la même. Exactement. Et enfin, la dernière dimension, c'est le J pour jeu. Le choix du dispositif lui-même. On choisit le bon mécanisme de jeu uniquement après avoir analysé les 4 autres dimensions, pour s'assurer qu'il sert bien les objectifs utilitaires. En somme, tous ces outils, le SPDD et le modèle CEPAGE, permettent d'aligner les mécanismes de jeu avec les objectifs pédagogiques. C'est de l'orfèvrerie. C'est une science de l'alignement, oui. Et pour ceux qui nous écoutent, ça a une résonance très pratique. Quiconque voit transmettre une information complexe, que ce soit en réunion, en formation d'entreprise ou dans une salle de classe, peut utiliser cette structure. Cela permet surtout d'éviter le piège redoutable du jeu pour faire joli ou jeu alibi. Ah oui, l'exercice artificiel qu'on rajoute juste pour réveiller la salle après 3 heures de diapositives, mais qui n'a aucun sens. Ce genre de pratique décrédibilise complètement l'apprentissage. Et heureusement, la source fournit de nombreuses ressources pour aller beaucoup plus loin dans cette démarche sérieuse. Tout à fait. L'auteur a mis à disposition un écosystème entier sur l'archive HAL. Il y a une vidéo explicative très détaillée qui présente le modèle CEPAGE en profondeur. Et enfin, il mentionne un autre document fondamental, le SGDD. Le Serious Games Design Document. C'est un guide spécifique, complémentaire, dédié à la création de l'objet jeu sérieux en lui-même. C'est une véritable mine d'or pour structurer sa pensée. Pour résumer cette plongée au cœur de la ludopédagogie, ce qui frappe vraiment, c'est l'élégance de ces modèles. Une grande élégance conceptuelle, oui. Le SPDD et le CEPAGE agissent comme des garde-fous. Ils garantissent que l'excitation et l'adrénaline du jeu ne viennent pas noyer la leçon. Au contraire, ils la renforcent. Exactement. Et cela passe, on l'a bien compris,
par la sacralisation absolue du temps de débriefing et par cette fameuse posture en retrait de l'animateur. Et justement, sur cette posture de l'animateur, il y a un détail très spécifique de la phase d'animation sur lequel j'aimerais rebondir, car cela ouvre une réflexion assez provocatrice. Ah, la fameuse consigne d'offrir de l'adversité. C'est ça. Le document dit textuellement d'offrir de l'adversité si cela est réclamé par le jeu. Cela soulève une piste de réflexion inédite, très psychologique. Je vous écoute. Imaginons la situation. L'enseignement ou le formateur quitte sa neutralité habituelle. Il devient soudainement l'adversaire ou l'antagoniste dans le cadre de la simulation pour stimuler le groupe. Il devient le méchant de l'histoire en gros. Oui, il va générer de la frustration, bloquer des ressources, faire perdre l'équipe. La question est, comment cela affecte-t-il la sécurité psychologique qui est absolument nécessaire lors de la phase cruciale du débriefing? Ah oui, c'est un vrai dilemme. Est-il seulement possible pour un groupe humain de voir cet enseignant redevenir le guide bienveillant et objectif 10 minutes seulement après avoir incarné l'adversaire intraitable? C'est une bascule mentale énorme pour les apprenants, et pour le formateur aussi d'ailleurs. C'est une ligne psychologique extrêmement fine. Gérer cette transition émotionnelle pour ne pas briser la confiance lors de l'acte de débriefing est sans doute l'un des plus grands défis de cette méthode. C'est fascinant. C'est vraiment la question que chacun devrait se poser avant d'enfiler le costume d'antagoniste dans une salle de formation. Une réflexion profonde sur notre rapport à l'autorité et à la transmission. Une excellente piste d'exploration pour la suite. Voilà qui clôture notre analyse de ce guide de conception. Nous espérons que cette plongée vous aura donné envie de continuer à apprendre, à questionner nos méthodes de transmission du savoir et à jouer plus sérieusement. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à faire un tour sur le site ludoscience.com, c'est une mine d'or d'informations